Faut le faire aujourd'hui avec le boulanger de l'Elysée. Il n'a que 35 ans, mais déjà beaucoup de récompenses. Champion de France, champion d'Europe. Et il y a quelques mois, en mai 2022, c'était le prix de la meilleure baguette de Paris. Un prix et une tradition. Pendant un an, il fera le pain pour le palais présidentiel. Bonjour Damien Dedin. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. On est dans la boulangerie Frédéric Comines, où tu travailles. On est rue Cambronne, c'est une rue commerçante du 15e arrondissement dans l'ouest de Paris. Autour de nous, il y avait le four, les baguettes chaudes. Là, on est dans l'espace pâtisserie. Toi, tu es boulanger. C'est quoi exactement ton métier ? Mon métier, c'est de transformer de la matière. Donc, je reçois des matières brutes et je vais fabriquer des produits qu'on va mettre en vente derrière. Donc, en l'occurrence, la farine et de l'eau, quoi. Comment tu te considères ? Tu es artisan boulanger, tu es boulanger pâtissier ? Exactement. Moi, je suis boulanger tourrier. C'est-à-dire que j'ai la partie fabrication du pain et j'ai aussi la partie fabrication de toute la viennoiserie. Donc, le croissant, la brioche, tout ça, ça fait partie de mon métier. En fait, tout ce qui est matière vivante. À partir du moment où il y a de la fermentation, c'est de la boulangerie. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles la fermentation ? La fermentation, c'est à partir du moment où on vient mettre l'eau avec la farine, il y a des réactions chimiques qui se créent. Et donc là, on crée de la vie, en fait, finalement, parce que dans la farine, il y a des matières vivantes. Et donc là, mon métier, moi, consiste à faire travailler ces matières vivantes pour apporter des produits qui ont du goût et qui ont de la conservation. Là, il est midi. À quelle heure t'es arrivé, toi, à la boulangerie ? À quelle heure commence ta journée ? Alors moi, ce matin, j'ai commencé à 3h du matin. Voilà. J'ai mon premier boulanger qui arrive à 1h30. J'ai mon tourrier donc, qui commence aussi à minuit et demi pour faire donc la viennoiserie. Donc on travaille la viennoiserie en direct, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée le jour même et elle est vendue le jour même. Donc vous êtes 3 au moment où tu arrives dans la boulangerie ? C'est ça. Et j'ai 2 autres personnes sur la journée qui arrivent pour faire la cuisson du pain jusqu'à 20h le soir. D'accord, donc si on prend l'exemple d'une baguette, si on prend vraiment la première étape de fabrication, ça commence quand par rapport à ta journée ? Alors en l'occurrence, la baguette pour moi, de tradition, celle qui a été primée au concours, elle est commencée le lundi et elle est cuite le mercredi. C'est-à-dire que je travaille sur 48 heures. Plus c'est fermenté longtemps, plus c'est facile à manger. Donc un pain fait en 5 heures, il est très difficile de le digérer. Et c'est pour ça qu'on a des gros soucis de santé actuellement et qu'on entend vraiment parler que le gluten est nocif pour la santé. C'est juste parce que finalement, il est mal travaillé. Et tu me corriges si je me trompe, mais cette manière de laisser reposer le pain, la pâte, le levain, c'est aussi ce qui se rapproche des savoir-faire ancestraux. Exactement, et c'est un petit peu comme ça que je vois les choses dans mon métier. Je reste sur des longues fermentations, donc avec très très peu de levure. On appelle ça un faible ensemencement dans le terme technique. Et à partir de là, vu que je mets très très peu de fermentation, c'est la farine, les éléments qu'il y a dans la farine qui va faire que ça fermente en fait. On parle de pain depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner la recette étape, par quoi ça commence et jusqu'où on va ? Alors ça commence par quoi ? Ça commence par de la farine et de l'eau tout simplement, qu'on vient mélanger. Le lendemain, je viens rajouter un tout petit peu de levure, un petit peu de sel de Guérande, encore de l'eau, parce que finalement, moi j'aime bien que ma pâte elle soit très très hydratée, d'avoir des très très belles alvéoles et une mie à l'intérieur qui est très grasse, très soyeuse, c'est parce qu'en fait elle est très très riche en eau. Et donc du coup, en termes de goût et de conservation, on va aller beaucoup plus loin. Je la relaisse encore 24 heures et là le lendemain je la travaille. Donc je vais la diviser, je vais la façonner et je vais la cuire. Et après, vous avez une baguette qui sort de la boutique, qui est toute chaude et qui a du parfum parce qu'elle a pris le temps de fermenter. Concrètement, qu'est-ce que tu fais avec tes mains quand tu pétris la pâte ? C'est quoi le travail que tu effectues ? Alors, la première chose, c'est pas moi qui le fais, c'est le pétrin. C'est un pétrissage qu'on appelle mécanique. Mais malgré tout, je le pétris très très peu. C'est-à-dire que c'est une machine ? C'est exactement ça. Maintenant, la boulangerie, c'est beaucoup plus facile qu'avant, entre guillemets, parce qu'on a des machines qui nous facilitent le travail. On n'est plus du tout dans les gros pétrins en bois comme à l'époque où on avait des très grosses masses de pâte. Il fallait faire des rabats successifs pour arriver à avoir quelque chose d'incroyable. C'était très très dur physiquement. Maintenant, on a des machines. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des machines qui me permettent justement de passer ces étapes-là. Mais malgré tout, je m'en sers très peu. C'est-à-dire que je vais pétrir le moins possible pour incorporer le moins d'air possible dans ma pâte. Qui dit moins d'air, dit moins d'oxydation. Donc, on garde les arômes. Et puis, dans un point de vue économique, où on est en train de parler actuellement des hausses des coûts de l'électricité, d'avoir cette méthode-là aussi me permet de faire des coûts moindres sur la consommation électrique, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la baguette, elle est à 1,10 €, 1,20 €. Alors nous, on est à 1,20 €. Et là, avec l'augmentation de l'électricité, il faut s'attendre à des hausses de prix assez conséquentes. À quel moment tu enfournes ton pain ? Alors, à partir du moment où le façonnage a été terminé, 45 minutes, 1 heure après, ça rentre au four. En fait, toute ma fermentation, elle est avant le travail manuel, où je vais prendre mon bac et je vais commencer à peser, à façonner et à cuire. Entre le moment où je vais la peser et la cuire, il faut compter 1h45 à peu près. Donc c'est très très court en fait. Et une fois que c'est dans le four, qu'est-ce que tu surveilles ? Alors une fois que c'est dans le four, sans vous mentir,
je mets mon petit timer, 21 minutes, et quand ça sonne, c'est cuit. Et à quel moment tu te dis, bon, une fois que la cuisson est terminée, tu vérifies ta baguette, j'imagine? Ouais, alors en fait à l'œil, quand on ouvre la porte du four, on voit la cuisson. J'essaie de faire du pas trop cuit, du bien cuit, du très cuit, du peu cuit pour plaire un petit peu à tous mes clients. Maintenant, la consommation actuelle, c'est plutôt le pain pas trop cuit. Ça, c'est ce que les gens veulent. Donc c'est ce que je fais le maximum en fait, c'est du pas trop cuit. Mais ça, c'est le choix du client. Donc moi, c'est vraiment à l'œil. Et à l'occurrence pour l'Elysée, où je fabrique pour le président, on a une palette de couleurs à respecter. Ça peut pas être trop blanc, ça peut pas être trop cuit. Faut vraiment que je sois dans un jeu de couleurs important. Là, on parle d'une baguette, mais ton métier, c'est aussi de gérer la quantité. Comment justement tu travailles sur le nombre? En fait, pour l'avoir le plus chaude possible, c'est-à-dire que j'ai toujours un panier de 50 baguettes à peu près en magasin. Et dès que je vois qu'il en reste que la moitié, hop, je vais mettre au four. C'est mon déclencheur en fait. Mes vendeuses dans le boutique, elles m'appellent. Elles me disent Damien, attention, tradition. Hop, et je mets au four à ce moment-là. Pour que quand les 5-6 dernières elles sont vendues, hop, j'en ai systématiquement de la baguette chaude qui arrive. C'est le but du jeu pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que quand mon client part de ma boutique, la baguette, elle soit encore un peu tiède. Parce que je pars du principe qu'il va commencer à la manger sur le trajet et il va m'en racheter une deuxième. Tout simplement. Et sur une journée normale, combien tu vends de baguettes tradition? Alors en semaine, on part sur 1000-1200. Du lundi au vendredi à peu près. Par jour? Par jour, ouais. Sachant que la majeure partie que je vends, c'est de 17h à 20h. Les gens, ils rentrent du travail et là, ils achètent de la tradition. Et donc, mon gars, il est que au four, il cuit. Et on le sait, on s'arrête pas, quoi. Un samedi matin, on va tourner, un samedi même sur la journée, à 1700-1800. Et un dimanche, on est sur du 2000 à peu près. Damien Dedin, on va faire un petit retour dans le passé. Pourquoi tu as voulu devenir boulanger? Alors ça, c'est paradoxal, parce que j'étais pas du tout destiné à ça. Moi, ma vie, elle était tournée autour de l'agriculture, parce que je passais tous mes étés, toutes mes vacances, et j'étais éduqué un peu à la ferme chez mes grands-parents. En Normandie? Ouais, tout à fait. Et moi, c'était vraiment l'objectif pour moi, c'était de reprendre un peu peut-être la ferme de mes grands-parents, mais surtout sur la partie céréales, conduire le tracteur, être dans les champs. Il y a des odeurs, moi, la campagne, c'est très important pour moi. Mes parents m'ont pas forcément poussé là-dedans et m'ont dit de faire des stages en troisième en fait pour voir d'autres métiers, quoi. Donc j'ai fait de la mécanique agricole, je suis allé à la campagne chez un fleuriste, je suis allé dans une boulangerie. Et là, la boulangerie, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que je suis tombé chez un amoureux de son métier. Il vivait son truc en fait. Il était on peut le passionné. Citer, il s'appelle Pierre Seret. Pierre Seret à Falaise. Et Pierre Seret, en fait, c'est lui qui m'a transmis la passion. C'est pas arrivé comme ça par hasard. Il se comportait un peu comme un père de famille dans son laboratoire avec ses gars. Et je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Il y a des parfums, il y a des odeurs, il y a... Je sais pas. Je donnais vie à quelque chose avec mes mains et je trouvais ça assez incroyable. Donc il m'a fait rentrer au lycée La Place à Caen, sous la houlette de Alain-Marie et Yann Tabourel, donc deux meilleurs Ouest de France boulangers. Et on fabriquait. C'est-à-dire que c'était dans un lycée professionnel, mais dans cette école, on fabriquait pour les cantines de tous les lycées du coin. J'ai appris ici. Et à l'issue de mes 2 années de formation dans cet établissement-là, je suis allé chez Pierre Seret en apprentissage. La personne à qui je dois d'être devant vous aujourd'hui et vous parler au micro, quoi. Lui m'a appris la vie professionnelle et ce que je devais faire pour atteindre l'excellence, en fait, entre guillemets. C'était mon chemin, quoi. Ce monsieur-là, il était champion de France de boulangerie en 95. Donc, il a remporté la première Coupe de France de boulangerie. Et moi, quelques années après, j'ai remporté la Coupe de France de boulangerie pour la Normandie, qui n'avait pas été remportée depuis lui, en fait. Donc l'histoire, elle est assez incroyable. La première personne que j'ai appelée quand j'ai gagné ce concours, c'est lui. J'ai dit voilà, je suis arrivé à votre niveau et je vous dois tout ça, quoi. Et concrètement, comment tu passes d'apprenti à professionnel, en fait? Parce que c'est cet apprentissage-là qui se passe pendant ces années. En fait, il faut pas se dire je vais faire de la boulangerie et faire 35 heures. Faut être clair, faut être très honnête avec soi-même. À partir du moment où on rentre dans le métier de l'artisanat, mais moi je parle de la boulangerie, mais c'est tous les métiers manuels finalement, faut faire plus pour vite gravir les échelons et comprendre en fait notre métier. Moi je pars du principe que je suis devenu boulanger au bout de 10 ans. Parce que je commençais à avoir des vraies notions de comprendre comment et pourquoi la pâte elle réagit telle ou telle. Je parle beaucoup avec mes mains, mais parce que finalement c'est mon outil de travail. Il y a de la sensibilité. C'est pas juste comme ça, on met de la farine, de l'eau, machin, on pétrit. Non, non. Il y a une recette, mais ça c'est une base et après il faut la comprendre. La farine, ça vit en fonction du temps qu'il va faire, du taux d'humidité. Donc ça, on l'apprend en travaillant. Donc faut pas oublier de vivre, mais faut surtout penser que on construit son avenir dans les 10 premières années du métier. Et pour grandir très vite, il faut travailler dur. Il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est ces jeunes années en Normandie. Puis tu décides de partir à Paris. Pourquoi tu fais ce choix ?
Alors en fait, avant de partir à Paris, il y a eu un laps de temps où je suis descendu à côté de Monaco, à S-Village. Donc c'était dans un hôtel 5 étoiles et 2 étoiles Michelin, sous la houlette de Philippe Labbé. Et lui, Philippe Labbé, il est monté à Paris pour faire l'ouverture du Shangri-La, donc qui était un palace parisien. Et je suis allé avec lui, je suis rentré chez Frédéric Lalos, qui était Moff boulanger, et qui fournissait tous les grands hôtels parisiens. C'est le meilleur ouvrier de France. Exactement, tous les grands chefs avec le col tricolore au cou, les meilleurs ouvriers de France. Donc c'est l'élite de la profession dans tous nos métiers de l'artisanat. Et donc je suis rentré chez ce monsieur-là par le biais de Philippe Labbé. Et donc là, ma première expérience à Paris, elle commence comme ça. C'est-à-dire que je rentre chez ce monsieur, juste comme ça, boulanger. Et j'ai gravi en fait les échelons où j'ai terminé comme responsable d'une boutique dans le 16e arrondissement. Et je fabriquais le pain pour les 3 étoiles Michelin de Paris. Et je faisais des petites pièces qui me demandaient beaucoup de précision et beaucoup de réflexion sur comment on va le réaliser, parce que c'était pas forcément simple, hein. Vous êtes des petites pièces de 20 à 25 grammes. Enfin, tout ce que les chefs en fait souhaitaient de particulier, on le faisait dans la boutique où je travaillais. Là, j'ai préparé d'autres concours chez ce monsieur. J'ai fait la Coupe de France et les Coupes d'Europe que j'ai remportées successivement. C'était chez Frédéric Lalos. Et à l'issue de ça, je suis parti dans une école de formation, l'école Ferrière dans le 77, où là j'ai préparé la Coupe du Monde de boulangerie. J'avais besoin de sortir de la production pour avoir du temps pour préparer ce concours. Et je me suis vite aperçu que la formation, en fait, je m'ennuyais. Il fallait vite que je retourne dans un laboratoire où je puisse en fait m'éclater, quoi. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé chez Frédéric Comines depuis 1 an et demi, et là où je m'éclate totalement à produire, quoi, sans fin. Et ces jeunes années parisiennes, c'est une époque où tu apprends beaucoup, tu gagnes plein de concours, mais il y en a un qui va vraiment changer ta vie. C'était il y a quelques mois, en mai 2022. C'est ça. Tu vas devenir boulanger de l'Élysée parce Exactement. que tu as remporté le prix de la meilleure baguette de Paris. Un boulanger à l'honneur ce matin. Il vient d'être sélectionné pour fournir l'Élysée pendant 1 an. La voici, cette baguette, ici sur le plateau. Tiens, on va d'ailleurs la tester rapidement. Croquante, goûteuse, tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'elle est parfaite. Bravo à Damien, le boulanger. Comment t'as vainqueur. appris que t'avais gagné cette récompense? J'ai fait le concours et je suis parti. Moi, j'ai oublié le travail et j'étais chez mon opticien en train de choisir des lunettes. Et le téléphone a pris feu, quoi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, pourquoi le patron? Qui c'est, en fait? Oui, bonjour, c'est la mairie de Paris. On vous annonce que vous avez gagné le concours de la meilleure baguette de Paris. Je fais, hein? Quoi? Oui, vous allez fournir l'Élysée, machin. Je fais, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Et là, c'est parti en cacahuète. Foule de journalistes. Enfin, c'était pendant 24 heures un truc de dingue. Nouveau boulanger de l'Élysée. Ce petit-fils d'agriculteur normand qui se rêvait paysan quand il serait grand est finalement devenu le symbole d'un trésor national. Damien Dedun n'est pas prêt d'oublier ce moment où il a appris que ses baguettes de tradition seraient désormais servies sur la table du chef de l'État. C'était un truc de dingue. On est passé de 600 traditions à 1800 du jour au lendemain, quoi. Ouais. C'était le feu. J'ai fait venir des copains pour m'aider parce que j'en ai été noyé, quoi. En plus, moi, je devais faire les interviews. Il fallait quand même qu'on travaille. Enfin, c'était un gros bordel, quoi. Mais un bordel super positif et j'en garde une mémoire assez folle, quoi. Et aujourd'hui, tu fais le pain pour le président. Exactement. Le résultat, il est là. Je fabrique le pain pour le président. Mais est-ce que tu réalises quand même? Ouais, je le réalise à partir du moment où, pour faire un peu le cake sur Instagram, je suis allé devant l'Élysée avec une baguette. Ah, c'est moi qui fournis. Voilà. Mais il y a une autre forme de reconnaissance qui te touche toi directement, mais aussi tout le métier de la boulangerie. C'est la baguette qui vient d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Je m'exprime devant vous aujourd'hui dans un moment très important, celui où notre baguette a été reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO. Is there another story we need to know about the baguette? UNESCO World Heritage. Le fait de remporter ça, je me dis que mon métier s'est vu dans le monde entier à travers cette baguette. Donc ça, c'est super important. On fabrique un produit que les étrangers, en fait, nous envient. Quand vous parlez de pain, vous parlez de France. C'est systématique. On a le petit béret sur la tête et la baguette sous le bras. Ça, c'est l'image du Français partout dans le monde. C'est une belle vision pour le monde, quoi. Et je me dis que le matin, je me lève et je fais un produit qui est reconnu partout et c'est trop bien, quoi. Ça peut même donner envie à des jeunes enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons de faire ce métier. Ouais, j'espère. Ce qui est assez paradoxal, c'est que en fait, maintenant, c'est des gens qui sont plutôt âgés qui viennent me voir, qui sont dans la 20, 30, 40, voire 50 ans, qui ont marre de leur vie et qui veulent se faire plaisir, ou alors ils ont été mal orientés, ils étaient très bons à l'école, on les a fait partir dans des études très très longues, et ils s'ennuient et ils voulaient vraiment faire boulanger, et donc ils viennent, et là on a beaucoup de reconversions. Je note tous les ans les examens, je note plus de gens en reconversion que de jeunes en formation initiale. Et sur le parcours idéal, toi tu pourrais conseiller l'apprentissage? Moi ce que je conseille, c'est de continuer jusqu'au bac et d'après faire un CAP et de pas faire un bac pro, parce qu'en fait maintenant on vend le bac pro.
Pour moi, c'est pas la bonne façon de faire. C'est aller jusqu'au bac, que le jeune profite de sa jeunesse, en fait. Qu'ils fassent leur soirée, qu'ils aillent faire jusqu'à 17, 18, 19 ans. Et après, qu'ils se mettent dans nos métiers. Donc, aller faire des CAP en 1 an, CAP pâtissier, CAP boulanger, et après faire des études un petit peu plus longues avec des mentions complémentaires ou des brevets professionnels, voire un brevet de maîtrise, qui est de niveau 3. Donc là, c'est un niveau BTS, hein, c'est costaud. Hein. Et à partir de là, hop, ils se mettent salariés et ils ont compris le métier beaucoup plus facilement parce que quand on est un petit peu plus âgé, maintenant, nos générations sont un petit peu différentes de celles qu'il y avait il y a 10-15 ans. Bon, ils sont vachement sur les téléphones, ils sont vachement distraits sur plein de choses. Et je pense qu'il faut leur laisser le temps de bien choisir. De rentrer en formation à 14 ans, c'est très bien. Si le jeune veut faire ça, il faut pas l'empêcher de le faire. Mais s'il sait pas où il va, moi je le conseille de continuer sur des études générales jusqu'en bac. Et c'est très bien. Et après, il rentre dans nos métiers, quoi. C'est à partir du moment où on fait un stage, c'est de s'y intéresser et c'est là où on comprend si la voie elle est bonne ou pas, quoi. Si c'est pas bon, faut pas insister, c'est pas la peine. Faut arrêter, quoi. Faut trouver son truc. C'est important. Trouver son truc. Il y a forcément quelque chose dans la vie qu'on a envie de faire. C'est sûr. Tant qu'on kiffe, il faut y aller. Damien Dedin, c'est quoi un bon boulanger? Alors ça, c'est une très bonne question. Elle est très longue, là, si vous avez 6 heures. Pour moi, un bon boulanger, c'est celui qui maîtrise son travail de A à Z. C'est-à-dire qu'il sait faire tout. Le pétrissage, le façonnage, la cuisson, la viennoiserie, le feuilletage, les galettes, le snacking. C'est toucher à tout et savoir tout faire. Pas forcément top, mais maîtriser tout, en fait. D'être capable de remplacer n'importe quel gars à n'importe quel moment. Ça, c'est un bon boulanger. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Comment tu fais, toi, pour apporter ta touche? Est-ce qu'on peut être un boulanger moderne, en fait? Mais complètement. Là, en fait, il y a quelques mois, j'ai complètement changé ma vision des choses sur la fabrication des pains spéciaux, dans le sens où je travaille avec une méthode japonaise. Ça me permet d'avoir une conservation, d'avoir des goûts différents. Mais en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a même pas 1 an. J'ai changé ma vision des choses, totalement, parce que j'ai été convaincu par autre chose. Alors, j'ai mis à ma sauce, j'ai travaillé avec ma vision des choses, mais je fais plus de la boulangerie comme je le faisais il y a encore 1 an, quoi. Alors que j'étais déjà champion de France et machin, et non, j'ai changé. Je trouve ça, en fait, super cool, quoi. Ça se trouve, dans 1 an, je vais encore apprendre autre chose et je vais encore changer ma vision. En fait, c'est sans fin. Toi, tu as gagné beaucoup de concours. Tu as remporté 14 des 17 épreuves auxquelles tu as participé. Tu as été champion d'Europe, meilleur jeune, champion de France aussi. Comment tu te prépares à ces épreuves et surtout, comment tu fais pour les gagner? Quand on parle de concours, on n'a plus la même vision que fabriquer du pain pour son client à la boutique. On sort du cadre et on va chercher des techniques qui sont juste impensables, en fait. On sort de notre quotidien et ça nous pousse à avancer, où on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour épater les gens, pour qu'à travers les produits, on sache que c'est moi. Ce que je veux quand je fais un concours, c'est qu'on me reconnaisse, en fait, qu'on mette notre âme et notre sensibilité là-dedans. Faut trouver son identité et que les gens, que nos pères, en fait, c'est nos pères qui nous notent, hein, nous reconnaissent à travers ça. Et lorsqu'on gagne ces concours, c'est aussi une formidable publicité. Toi, l'affluence, elle a été décuplée lorsque tu as gagné la meilleure baguette de Paris ici à la boulangerie où tu travailles. La communication, c'est quand même quelque chose qui devient important dans ce métier, que ce soit la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie. Comment tu travailles ça, toi? En fait, sans vous mentir, je suis très mauvais là-dessus. Il faut que j'apprenne à m'en servir. Pour moi, la communication, c'est très important. De se mettre en avant à travers une photo, c'est aussi une pression parce qu'on se dit, les autres, ils vont te voir. Donc, est-ce que le produit il est vraiment bien, quoi? On y va. Quand on est identifié dans la boutique par les clients qui nous identifient du coup sur un poste, des fois, le produit n'est pas très beau. Bah, je le mets quand même parce qu'en fait c'est la réalité du terrain. On n'est pas toujours dans la perfection. Faut pas oublier qu'on n'est que des humains, on n'est pas des machines. On est artisans en fait. Et des fois les petites erreurs ça arrive. Alors le client le comprend pas, mais c'est comme ça. Il y a rien à cacher quoi. On travaille avec nos mains et des fois on oublie la tête. Toi, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que tu travailles chez Frédéric Comines, qui est une boulangerie réputée. D'ailleurs, Frédéric Comines, il en a 3 en région parisienne. Est-ce que pour toi la prochaine étape c'est d'ouvrir ta propre boulangerie? Je veux m'installer. Ce sera peut-être pas l'année prochaine, peut-être je vais repousser d'1 an. Mais je veux le faire parce que finalement, j'ai toujours travaillé pour quelqu'un et je me suis jamais épanoui à fond. Parce que j'ai toujours pris des grosses entreprises où il y avait plusieurs personnes à gérer. Et j'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer moi-même sur moi ce que j'aime faire. C'est-à-dire que de fabriquer le produit et de le vendre. Moi, ce que je veux faire quand je vais m'installer, il y aura pas de pâtisserie. Il y aura que de la viennoiserie, que de la brioche, que du snacking, que du pain. Que des choses que je sais faire parfaitement, entre guillemets. Mais moi, je veux le vendre moi-même. C'est-à-dire que le client, il rentre chez moi, il y a une table et il y a les produits que j'ai fabriqués le jour même moi-même. Et voilà. C'est ce que je veux faire.
pas une grosse entreprise, une petite entreprise. Je fabrique que des produits bruts, des farines que j'ai sélectionnées, avec un deuxième temps où, à partir du moment où l'entreprise va tourner, ce que je veux faire, c'est faire mon blé et ma farine. Parce que tous les ans, depuis 10 ans, je fais la moisson en Normandie. Donc j'ai acheté une moissonneuse il y a 10 ans. Je fais la récolte du blé avec ce jouet-là. Pour moi, c'est juste un rêve de gosse. En fait, finalement, je voulais être agriculteur. Et j'avais dit à mes parents, un jour, je le ferai. J'aurai une moissonneuse et je ferai la moisson l'été comme mon grand-père. Mais moi, pour moi, c'est important. Et donc, dans les années qui viennent, c'est de faire le terroir normand avec des variétés de blé à l'ancienne que je vais écraser dans le magasin. C'est-à-dire que les gens vont voir la farine se faire écraser. Et cette farine-là, je vais m'en servir pour faire un produit qui sera un produit signature. Et donc, pour moi, ça, c'est super important. Ça, c'est pour ton produit, pour ton savoir-faire aussi. Mais est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu vas être attentif pour ouvrir ta propre boulangerie Non, alors en fait, moi, le but du jeu, c'est que le labo, c'est le magasin. Donc en fait, quand vous rentrez dans le fournil, vous rentrez dans le magasin. Tout simplement, en fait. Vous rentrez comme si vous veniez travailler chez moi. Il n'y aura pas de boutique. Il y aura une table en bois, avec 2-3 paniers en osier bien présentés, bien jolis, bien propres. Mais en fait, vous voyez les gars bosser juste derrière. Il y aura une partie où il y a la viennoiserie, donc le gars va faire les croissants devant vous. Le four dans le fond, où le gars va mettre au four, vous allez le mettre au four, il sera là, et moi je serai en caisse. C'est-à-dire que je vends ce que les gars ont fait le matin. Moi je serai avec les gars, et je vais fabriquer et vendre devant le client. Dans l'esprit, c'est ça, quoi. Ce que je veux, c'est vraiment partager mon métier. Et le but de ça, c'est aussi que quand vous avez des enfants qui viennent dans ma boutique, waouh, je veux faire boulanger. Bon Dieu, j'ai gagné. Voilà, un de plus, c'est parti. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un métier qui est en train de mourir, en fait, finalement. Parce qu'on a de moins en moins de gens qui ont envie de faire ce métier. Moi, je galère en fait à recruter les jeunes maintenant. C'est une vraie complication. Pourtant, je suis champion d'Europe, titre et meilleure baguette de Paris, machin. Cette année, c'est une vraie galère, quoi. D'habitude, j'ai 6-7 apprentis. Cette année, j'en ai que 3. Donc, c'est très très dur, quoi. Vraiment très dur. Damien Dodin, une dernière question avant la fin. Quel conseil que tu aurais aimé recevoir avant de commencer ce métier de boulanger ? Franchement, oublie que t'as qu'une chance, fonce. Non, le vrai conseil, en fait, il est là, quoi. Il faut se donner les moyens d'eux, tout simplement. Ça demande du travail. Vous voyez, mes mains, elles sont pas belles, elles sont toutes ridées, elles sont toutes machin. Mais parce qu'en fait, elles travaillent tout le temps, finalement. Prendre conscience que le travail, il n'y a pas le choix. Ça passe par là. Et à partir du moment où vous travaillez dur, ça va forcément bien se passer, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, merci à vous. Franchement, c'est un bon moment. Et à table maintenant. Faut le faire, c'est le podcast qui vous fait découvrir un métier. C'est disponible sur toutes les plateformes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous noter, ça nous permettra d'être vraiment mieux référencés. Vous pouvez aussi le partager et vous abonner sur votre application préférée. Ce podcast a été produit et réalisé par François Cesari, Théo Conscience et Stéphane Geneste.